Aujourd'hui, le sujet de ce webinaire, donc, qui va durer 45 minutes jusqu'à 13h45, avec à peu près 30 minutes de présentation et 15 minutes de questions. Le sujet, c'est le tarage hauteur débit par CFD. CFD, mécanique des fluides numériques, donc Computational Fluid Dynamics, mécanique des fluides numériques en français. Et avec le sous-titre suivant, c'est comment juger la fiabilité d'un modèle 3D. On reçoit un rapport d'une étude faite en 3D pour, par exemple, une courbe de tarage sur une station hydrométrique. Comment est-ce qu'on fait pour lire ce rapport? Comment est-ce qu'on fait pour connaître le crédit qu'on peut accorder à la relation hauteur-débit qui a ainsi été calibrée? Donc, le programme plus détaillé, donc ça va être une petite introduction, suite à laquelle on parlera de pourquoi utiliser la CFD pour établir une relation hauteur-débit, dans quel objectif, comment, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on met en œuvre comme méthodologie pour établir une relation hauteur-débit par CFD, sous-entendu, quand vous lisez un rapport euh, d'une telle étude, quels sont les points sur lesquels vous devez être attentif. On verra 5 points de vigilance qui vous permettront, en tant que lecteur d'un rapport d'étude CFD, de savoir si le travail a été fait correctement ou pas. Et enfin, on terminera par la partie questions et réponses. En questions et réponses, hein, je me répète par rapport à ce que j'ai dit il y a quelques minutes, mais c'est tout en haut et vous pouvez les poser au fil de l'eau. Alors, j'y répondrai à la fin, mais posez-les au fil de l'eau dès que les questions vous viennent. Et lorsqu'on passera au créneau dédié à 13h30, moi, je les prendrai dans l'ordre chronologique. Alors, à titre personnel, on m'envoie régulièrement des rapports de modélisation 3D pour avoir un avis. Et la question, c'est un peu toujours la même, c'est toi qui connais la CFD, euh, dis-moi si ce modèle vaut quelque chose. Et la réponse que je donne toujours, c'est la suivante, c'est que on n'a pas besoin de savoir faire un modèle 3D pour savoir évaluer un rapport de modélisation 3D. On doit simplement savoir quoi regarder. C'est-à-dire qu'il y a une méthodologie qui existe pour faire de la CFD, et notamment de la CFD pour établir une courbe de tarage. Dans un rapport, cette méthodologie doit être décrite, elle doit être détaillée, ce qui fait que même une personne ne fait pas de CFD, mais qui a connaissance de cette méthodologie, elle doit être capable d'avoir les informations dont elle a besoin pour se faire un avis sur l'étude. Donc, à la fin de ce webinaire, vous saurez pourquoi et quand recourir à la CFD pour un tarage d'hauteur débit, les étapes de construction d'un modèle pour faire du tarage, une grille de lecture en 5 points pour évaluer n'importe quel rapport. Vous prenez un rapport d'étude CFD pour une courbe de tarage, il y a 5 choses qu'il faut regarder. S'il n'y a pas ça, alors soit ça a été fait, mais ça n'a pas été mentionné dans le rapport, et donc c'est un manque, il faut avoir des compléments, soit carrément ça n'a pas été fait, et auquel cas ça met en cause l'étude qui a été réalisée. Et puis on parlera aussi vous aurez normalement les bons réflexes pour poser les bonnes questions. Alors, pourquoi la CFD pour une relation hauteur-débit? La plupart des seuils, alors notamment si je me place dans les systèmes d'assainissement, mais pas que, hein, beaucoup de seuils ou beaucoup de zones de stations hydrométriques sur lesquelles on veut établir une courbe de tarage ne correspondent pas à des ouvrages dits standards. Ils ne rentrent pas forcément dans le champ d'application d'une norme, par exemple une norme ISO. Bon, je ne vais pas en citer des dizaines, je vais par exemple simplement citer la norme ISO 1438 qui est relative aux seuils frontaux rectangulaires à parois minces. Cette norme-là, la norme 1438, spécifie un certain nombre de conditions et la pratique nous montre que bien souvent, ces conditions ne sont pas respectées. Et donc, on a des conditions qui ne sont pas standards, et qui dit conditions non standards dit peut-être que cette norme ne s'applique pas. Et là, je vous ai mis juste une illustration, alors j'aurais pu en trouver des centaines d'autres, mais je vous en ai juste mis une. C'est l'illustration de l'erreur sur le
tarage d'une relation hauteur-débit pour un site qui ne respecte pas l'ISO 1438, mais pour lequel on a malgré tout utilisé la relation hauteur-débit de l'ISO 1438. Autrement dit, on a fermé les yeux sur le site, on a quand même appliqué l'ISO 1438 et on a déterminé l'erreur sur la courbe de tarage obtenue. Sur ce site, c'est entre moins 50 et plus 200% sur le débit. Autrement dit, si je prends la relation hauteur-débit de l'ISO 1438 sur ce site, j'ai une valeur de débit que j'obtiens avec cette courbe de tarage qui est entre 50% trop petite ou 200% trop grande en fonction du débit qui circule. Alors pour une toute petite plage de débit, ça tombe pas trop mal, mais si je suis sur la fourchette basse, je suis en sous-estimation assez importante, et si je suis sur les forts débits, je suis en surestimation gigantesque, d'un facteur 2 à 3. Conclusion, on ne peut pas exploiter une mesure de débit à partir d'une courbe de tarage qui est élaborée sur base d'une norme si on n'est pas dans les conditions d'application de cette formule. Et donc, dans ce contexte, il y a d'autres solutions qui existent pour élaborer des courbes de tarage. Donc, on peut utiliser des formules analytiques, mais ça, c'est ce que je viens d'expliquer. Si on va chercher une norme qui va bien, et on l'applique, sauf que malheureusement, très souvent, on n'y est pas. Et quand on n'est pas dans les conditions, ça veut dire qu'on a une erreur plus ou moins importante qui va être introduite sur le débit. Deuxième solution, c'est on fait ce qu'on appelle un modèle physique, une maquette, un modèle réduit. Là, j'ai mis par exemple un évacuateur de crue de barrage. On peut élaborer sa relation hauteur-débit en construisant une maquette à l'échelle 1/20e, 1/40e. Ça, c'est très bien pour les évacuateurs de crue de barrage, comme c'est ici sur la photo. Ça pose beaucoup de difficultés pour la relation hauteur-débit sur un seuil, parce qu'on va devoir gérer des toutes petites lames d'eau, et que malheureusement, quand on gère de toutes petites lames d'eau sur une maquette, sur un modèle réduit, on introduit des effets d'échelle qui fait qu'on ne peut pas transposer ce qu'on va obtenir sur maquette à échelle 1. Ça marche pour les gros débits, mais ça ne marche pas pour les petits débits. Troisième solution, mesurer in situ. Oui, je vais quand j'ai du débit, et puis je fais un jaugeage. Et je construis point par point ma courbe de tarage. Donc un jaugeage, comme par exemple ce qui est illustré sur la photographie en bas à droite, où on balade un ADCP sur la largeur d'un canal, de façon à avoir le débit au moment du jaugeage. Et donc là, on a un point de notre courbe. C'est ce qui est fait sur beaucoup de stations hydrométriques sur les cours d'eau. Ça, c'est bien, mais sur beaucoup de sites, il est très difficile d'intervenir lorsqu'on a des forts débits. Je pense par exemple à un système d'assainissement. Les forts débits et les débits déversés, c'est quand il pleut, et généralement pour des questions de sécurité, on n'intervient pas lorsqu'il pleut. Reste la dernière solution, c'est la CFD, et qui est souvent, alors pas toujours, il y a toujours des exceptions, mais qui est quand même souvent l'option la plus raisonnable. Alors raisonnable, oui, mais ça ne veut pas dire que ça va forcément être bien fait. Encore faut-il bien le mettre en œuvre. Donc, la promesse de la CFD, c'est de simuler l'écoulement en 3D autour de l'ouvrage, de générer une courbe hauteur-débit. Les ordres de grandeur de coût, c'est de l'ordre de 10 à 20 000 euros pour un ouvrage un peu classique. Alors ça peut être un peu moins si l'ouvrage est assez simple. Ça peut être beaucoup plus si l'ouvrage est très complexe. Quelques semaines de délai, ça peut très bien fonctionner, mais si c'est correctement fait. Et il y a notamment 2 conditions préalables avant d'ouvrir le moindre logiciel de CFD. C'est je veux établir une courbe de tarage, une relation hauteur-débit, encore faut-il qu'elle existe. Sur certains sites, il n'existe pas de courbe de tarage. J'y reviendrai par la suite. Et deuxième condition, avant même de faire la moindre étude CFD, c'est de s'assurer que l'incertitude qu'on va atteindre avec cette approche est compatible avec notre besoin. Deux petits exemples pour illustrer ça. Imaginons, on a fait un super modèle 3D, et le résultat du modèle 3D, c'est « Ah, je suis désolé, mais là, le résultat du modèle, c'est qu'il n'y a pas de relation hauteur-débit. C'est 15 000 euros jetés par la fenêtre. »
Sachant que ce genre de choses, on peut s'en rendre compte, pardon, avant, en menant une véritable analyse hydraulique de l'ouvrage. Vous avez un exemple sur la petite photo ici. Là, vous avez un seuil de déversement sur lequel il y a un bel écoulement de nature torrentielle. Ça ne sert à rien de faire un modèle 3D de cet ouvrage-là pour élaborer une relation hauteur-débit. L'analyse hydraulique préalable, ici, c'est simplement regarder l'eau couler, nous permet d'affirmer qu'il n'existe pas de relation hauteur-débit. Deuxième exemple que j'ai vu plein de fois, c'est qu'il y a un modèle 3D qui a été fait, c'est super. Il y a des débits qui sont déversés, mais sauf que quand il y a des débits qui sont déversés, les hauteurs de lame d'eau sont toutes petites, 2 mm, 3 mm, ce qui se traduit par une incertitude de mesure gigantesque. On a beau dans ce cas-là avoir fait un super modèle 3D, ça ne sert à rien parce que c'est l'incertitude de mesure qui conduit à une très grande incertitude sur le débit. Donc la CFD ne crée pas de relation hauteur-débit là où elle n'existe pas. Et elle n'améliore pas non plus l'incertitude de mesure. Dit autrement, il ne faut pas partir bille en tête sur un modèle CFD, il faut toujours au préalable faire une analyse hydraulique pour savoir s'il y a un intérêt à faire un modèle CFD. Et pour ça, je vous renvoie à un précédent webinaire où on avait justement parlé de l'analyse hydraulique qu'on pouvait faire pour savoir s'il existait une relation hauteur-débit. Maintenant, on part du principe que cette analyse, elle a été faite. Et la CFD est pertinente. OK. La question, c'est maintenant comment on fait. Il y a 5 étapes. Première étape, acquérir la géométrie de l'ouvrage. Connaître la représentation en 3 dimensions de l'ouvrage. Deuxième étape, construire ce qu'on appelle le maillage, c'est-à-dire la discrétisation du domaine 3D en petits éléments de calcul. Troisième étape, c'est ce qu'on appelle la définition des conditions aux limites. Qu'est-ce que je mets en entrée? Quel débit je fais rentrer? Dans quelles conditions hydrauliques? Qu'est-ce que je mets en sortie? Quelle hauteur d'eau? Est-ce que j'ai une influence aval? Quelle est la répartition des débits? Ici aussi, l'analyse hydraulique préalable est indispensable. Quatrième étape, je résous les équations. Ce sont les équations de Navier-Stokes. Alors, je ne rentre pas dans les détails, avec tout un tas d'autres paramétrages liés à la turbulence, liés à la surface libre, liés à la discrétisation. Mais globalement, c'est ce qu'on appelle les équations de la mécanique des fluides 3D, les équations de Navier-Stokes. Et cinquième étape, j'analyse les résultats pour les différentes simulations que j'ai réalisées, de façon à élaborer, point par point, ma courbe, hauteur, débit. Et je répète cette opération autant de fois que nécessaire pour avoir joué tous les scénarios représentatifs du fonctionnement hydraulique de l'ouvrage. Généralement, c'est 10 à 20 fois, parfois moins, rarement plus, mais parfois plus aussi, en fonction de la complexité du fonctionnement hydraulique de l'ouvrage. Alors la géométrie, il y a plusieurs façons de le faire. Là, je vous mets quelques éléments un petit peu clés. La CFD est très sensible à la géométrie, donc il faut faire attention à la source de nos données géométriques. Si j'ai une crête qui a des écarts de 3 cm, mais que j'utilise un plan très approximatif pour construire le modèle qui est aveugle à cet écart de 3 cm, il est évident que j'introduis un biais important dans le modèle. Donc les différentes sources possibles pour cette géométrie, c'est faire un scan 3D de l'ouvrage, un levé tachéométrique complet, avoir un plan de recollement précis, j'insiste sur le terme recollement et pas projet, parce qu'il y a toujours des écarts entre un plan de projet et un plan de recollement. Un plan d'exécution théorique, un plan de projet non vérifié, c'est le meilleur moyen de partir d'une géométrie qui ne représente pas la réalité. Donc, un bon rapport doit documenter la méthode de levée ou la source des informations géométriques utilisées. Les scénarios simulés. Chaque simulation, c'est un scénario hydraulique, c'est-à-dire, c'est par exemple un débit qui arrive en entrée, un débit qui est conservé dans le réseau, un débit qui est déversé. Ça, c'est une simulation hydraulique. Et il faut en faire
potentiellement 10 à 20, en balayant tout le fonctionnement hydraulique possible de l'ouvrage. Si vous avez entre les mains un rapport de CFD pour un tarage numérique où il y a 3 simulations, alors soit l'ouvrage a un fonctionnement extrêmement simple, soit, et ce sera plus vraisemblable, de toute évidence, on n'aura couvert qu'une toute petite partie du fonctionnement possible de l'ouvrage, et auquel cas ce sera insuffisant pour avoir une belle courbe de tarage. Ensuite, il y a les équations de Navier-Stokes, qui vont être discrétisées, alors soit avec un maillage, c'est-à-dire qu'on découpe le domaine en plein de petites cellules de calcul élémentaire, soit avec une approche qu'on appelle particulaire, on appelle ça aussi le SPH, où là, on décompose non pas le domaine, mais le fluide en petites billes qui représentent, entre guillemets, des sortes de gouttes d'eau qu'on va faire interagir entre elles. Il y a plein de logiciels qui font ça, là j'en ai cité quelques-uns, mais il y en a plein d'autres. Et à chaque fois, il y a des choix de modélisation à faire sur différents aspects liés à la turbulence, liés à la surface libre, liés aux parois. Mais pour ça, je ne rentre pas dans les détails dans le cadre de ce webinaire, mais il y a des règles de l'art bien établies. Et il faut que le rapport justifie ces différents choix. Quels choix ont été faits? Pourquoi? Ce que le rapport doit documenter aussi par ailleurs, je l'ai déjà un peu dit avant, c'est ce qu'on appelle la sensibilité au maillage. C'est-à-dire que si vous discrétisez votre domaine de calcul en petits volumes qui font 10 cm de côté, des petits cubes de 10 cm sur 10 cm sur 10 cm, vous allez obtenir un résultat. Mais si vous faites le même modèle, où cette fois-ci vous discrétisez votre domaine de calcul par des petits cubes de 1 mm sur 1 mm sur 1 mm, vous allez avoir probablement dans le second cas un résultat plus précis que dans le premier. Bon, plus précis, c'est relatif. Est-ce que 1 mm suffit? Est-ce que 10 cm était suffisant? C'est ça la question du maillage et la question de la sensibilité au maillage. Il faut choisir une taille de maille suffisamment petite pour que le résultat soit indépendant de la taille de maille qui a été choisie. Dans un monde idéal, on prendrait une taille infinitésimale, sauf que ça se traduirait par des temps de calcul infinis. Et donc en pratique, on cherche un compromis entre le temps de calcul et la précision. Et donc ça doit passer par une analyse de sensibilité au maillage. Je vous en ai mis une illustration ici avec le petit tableau, c'est-à-dire prendre différentes tailles de mailles, sortir, extraire du modèle la hauteur d'eau, par exemple, ici en millimètres, et évaluer pour chaque maillage ce qu'on va appeler l'incertitude numérique, c'est-à-dire l'incertitude liée au maillage. Je ne rentre pas dans les détails d'évaluation de cette incertitude, mais il existe des méthodes dans l'état de l'art pour le faire. Et là, vous avez par exemple 3 maillages. Le premier, il a une incertitude de 14%. Ça veut dire que si j'utilise le premier maillage, j'ai 14% d'incertitude du simple fait du modèle. Si j'utilise le maillage moyen, j'ai 4%, 3,8. Si j'utilise le maillage fin, j'ai 2,9%. Et donc là, il y a un choix à faire en fonction du degré de précision qu'on veut. Si je veux un modèle pour lequel la sensibilité au maillage est inférieure à 5%, le maillage fin ou même moyen sera suffisant. Si je veux une incertitude liée au maillage inférieure à 1%, même le maillage fin ne sera pas suffisant et je devrais affiner encore davantage le maillage. Là, je ne rentre pas dans les détails dans le cadre du webinaire, mais vous avez un petit logigramme que j'ai tiré d'un article qui avait été publié dans TSM il y a quelques années et qui reprend en gros toute la méthodologie que je viens de présenter. Alors, les 5 points de vigilance pour se garder un petit peu les choses à apporter à l'issue de ce webinaire. L'analyse hydraulique est-elle documentée? Comme je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, ça ne sert à rien de faire un modèle CFD si
on peut déjà dire avec une analyse hydraulique que le modèle CFD ne sert à rien. Ce serait une perte de temps et une perte d'argent. Donc, si vous avez un rapport entre les mains dans lequel vous avez uniquement une étude CFD, attention, warning. Alors, soit l'analyse hydraulique, elle a été faite, elle est dans un autre rapport, ce qui est possible. Quel cas, vous devez avoir des références à cette étude précédente dans l'étude CFD. Ça arrive souvent, et c'est même recommandé de procéder en 2 étapes. D'abord l'analyse hydraulique et après éventuellement l'analyse CFD. Mais s'il y a 0 analyse hydraulique préalable, attention, on est en train de faire un modèle CFD sur une configuration hydraulique où on n'a pas vérifié que la CFD allait avoir une plus-value. La géométrie est-elle fiable et traçable? Sur quoi est-ce que ça s'est fait? Sur des plans théoriques de projet? Sur un véritable relevé qui a été réalisé en amont? Les scénarios des simulations couvrent-ils le fonctionnement réel? Et là encore, on a besoin de l'analyse hydraulique préalable pour pouvoir répondre à cette question. Les règles de l'art d'une étude CFD ont-elles été respectées? J'en cite juste une ici, mais si par exemple il n'y a pas d'analyse de sensibilité au maillage, bah ouais, mais dommage. Ça veut dire qu'on ne sait pas du tout quel crédit on peut accorder au résultat du modèle 3D, ce qui est quand même embêtant. Et dernier point, c'est la relation hauteur-débit est-elle indépendante des conditions limites et des différents scénarios qui ont été joués dans les simulations. Il n'y a pas de vérification croisée en fonction des différents scénarios possibles. Attention, on a peut-être imaginé des choses en CFD, mais qui ne couvrent pas l'ensemble du champ des possibles en termes de comportement hydraulique de l'ouvrage. Alors, je mets encore un peu plus les pieds dans le plat par rapport à ces différents trucs, hein, mais si vous avez un site où, par exemple, une campagne de mesure a donné la figure ici en haut à droite, il est clair et net que ça ne sert à rien de faire un modèle 3D. Il n'y a pas de relation hauteur-débit. Ça arrive. Il y a des sites sur lesquels il n'y a pas de relation hauteur-débit. Pas de section de contrôle, pas de bief de contrôle, rien de tout ça. Il est illusoire de penser faire un modèle CFD pour élaborer une relation qui hydrauliquement n'existe pas. La géométrie, des éléments, alors là c'est une petite photo qui illustre une relève au tachéomètre, mais voilà des éléments qui nous permettent de savoir concrètement comment le relevé a été réalisé. C'est quand même des éléments qui sont intéressants à avoir et qui sont même plus qu'intéressants, mais nécessaires d'avoir pour s'assurer que ce soit la bonne géométrie qui a été utilisée. Sur les scénarios simulés, si vous avez juste quelques simulations réalisées, soit le déversoir a une hydraulique extrêmement simple, ce qui arrive, hein, mais je crois que j'en ai étudié à peu près 500 sur les 5 champs que j'ai étudiés. Il n'y en avait vraiment pas beaucoup qui avaient une hydraulique simple, hein. 2 ou 3 tout au plus. Même si j'ai un petit biais, on n'a pas fait appel à moi sur les ouvrages simples, mais bon, malgré tout, si vous avez que quelques simulations, attention, il faut couvrir tous les scénarios hydrauliques possibles. Le respect des règles de l'art de la CFD, et puis l'indépendance aux conditions limites, c'est-à-dire que si vous avez différents modes de fonctionnement possibles, il faut que votre relation hauteur-débit, il faut que votre courbe de tarage, elle soit robuste à ces différents modes de fonctionnement hydraulique. Si je dois synthétiser un petit peu tout ça, un modèle CFD, c'est un outil puissant, c'est sûr et certain. Mais il ne vaut que ce que vaut la méthode qui l'a produit. On peut faire une étude CFD qui soit complètement bidon, et j'en ai vu plein. Il faut donc que cette étude CFD, elle respecte, alors c'était dit de façon un peu résumée, hein, et synthétique, mais il faut respecter tout ce qu'on a listé précédemment. L'analyse hydraulique, la qualité des données géométriques, la représentativité des scénarios, le respect des règles de l'art, l'indépendance aux conditions limites. Et donc quand on reçoit une étude CFD, même si on ne sait pas faire soi-même l'étude CFD, avec ces éléments-là, on a, on a notre checklist, on a la liste des éléments qu'il faut aller vérifier, qu'il faut aller questionner pour s'assurer que le travail a été fait correctement.
Si vous voulez aller plus loin sur ces aspects, je propose deux formations qui sont liées à ce sujet-là. J'ai une formation qui est dédiée modélisation hydraulique, où on voit la modélisation hydraulique à travers tous ces aspects, que ce soit la modélisation physique, maquette, modèle réduit, la modélisation 1D, la modélisation 2D, la modélisation CFD dont on parlait aujourd'hui, et on va à une introduction à l'intelligence artificielle. Puis j'ai aussi une formation dédiée à la mesure de débit, où là on voit ça à travers l'angle métier, mesure, station hydrométrique, et où, euh, sur, pour certains sites, notamment quand on traite les sites qui sont soumis par le client dans la deuxième journée ou la troisième journée de cette formation, bah, sur certains sites, il y a des études CFD qui ont été réalisées. Eh ben, on va mettre en œuvre ce que je vous ai raconté depuis le début de ce webinaire pour s'assurer que l'étude a été faite correctement. Eh bien, j'en ai terminé pour la partie présentation. On va passer à la partie questions et réponses. Donc, vous pouvez les poser dans le petit onglet en haut Q et R. Et je vais regarder s'il y en a déjà qui ont été posées. Alors, il y en a déjà une. N'hésitez pas à en ajouter si vous le souhaitez et je les prendrai dans l'ordre où elles seront posées. Alors, Fabrice, salut Fabrice, demande pour un site n'ayant jamais été instrumenté, aucun historique des débits, hauteur d'eau possible. Il est donc nécessaire de réaliser une campagne de mesure terrain avant de faire une modélisation. Euh, Réaliser une campagne de mesure terrain est une très bonne chose avant de faire une modélisation. Je ne réponds pas exactement à la question, mais je vais y répondre après. Parce que ça permet d'avoir les plages de fonctionnement possibles du site, en termes de débit, en termes de hauteur d'eau, de comprendre comment l'hydraulique du site fonctionne. Et pour ça, une campagne de mesure de terrain, c'est parfait. Mais pas seulement. Si je me projette dans le cas d'un déversoir d'orage sur un système d'assainissement, s'il existe un modèle hydraulique du réseau d'assainissement, c'est aussi un moyen, alors qui est moins direct qu'une campagne de mesure, mais c'est quand même aussi un bon moyen d'avoir des ordres de grandeur, par exemple des débits qui peuvent solliciter l'ouvrage. C'est un petit peu moins précis qu'une campagne de mesure directe, hein, mais c'est quand même une information qui peut être valorisée. Donc, pour répondre spécifiquement à la question, il est donc nécessaire, je ne dirais pas que c'est nécessaire et en tout cas pas indispensable d'avoir une campagne de mesure, mais c'est recommandé d'avoir une campagne de mesure terrain, ou si on ne l'a pas, au moins d'autres éléments qui permettent d'apprécier les conditions hydrauliques auxquelles le site va être soumis. Alors, est-ce que j'ai d'autres questions? Hop, hop, hop. Pour l'instant, je n'en ai pas d'autres, donc n'hésitez pas si jamais vous en avez. Je vais euh, laisser éventuellement les gens s'exprimer s'ils en ont. Hop. Sinon, il y a un point sur lequel je suis passé peut-être un petit peu vite que je vous propose sinon d'expliciter légèrement plus pour bien enfoncer le clou. Comme je vois qu'il n'y a pas plus de questions ici. Ah, je vois, il y a un commentaire. Ah, pardon, je vois. En fait, j'ai zappé, il y a des questions, mais je ne les avais pas vues. Excusez-moi. Donc, il y a Mathieu, avec un T, je vois qui c'est. Salut Mathieu. Salut, désolé, je suis arrivé en retard. Y aurait-il la même version sur la CFD pour les vitesses et plus particulièrement entre vitesse de surface et vitesse moyenne? Est-ce plus compliqué en vitesse qu'en hauteur? Alors, oui, c'est vrai que sur la présentation, en 30 minutes, le cadre du webinaire, c'était uniquement les courbes de tarage, hauteur, débit. La question de Mathieu, si je la comprends bien, fait référence aux stations hydrométriques qui ne fonctionnent pas sur le principe d'une courbe de tarage, mesurer la hauteur, calculer un débit,
mais qui fonctionne sur le principe de la méthode section-vitesse. Je mesure la hauteur d'eau pour évaluer la section de passage de l'écoulement, je mesure la vitesse de l'écoulement, et en multipliant la vitesse par la section de passage, j'accède au débit. Et donc, comme le dit justement Mathieu dans sa question, il y a une problématique pour ce type de station de mesure qui est liée au fait que vous mesurez la vitesse à un endroit localisé de l'écoulement, alors que pour le calcul du débit, vous avez besoin de la vitesse moyenne. Si par exemple vous mesurez avec un radar de vitesse, un radar qui est situé en dehors de l'écoulement, vous allez mesurer la vitesse sur la surface de l'écoulement, sur une zone plus ou moins grande. Ce n'est pas la vitesse moyenne. C'est lié, mais ce n'est pas la vitesse moyenne. Et donc, il faut faire le lien entre la vitesse mesurée en surface et la vitesse moyenne. Si vous mesurez la vitesse avec une sonde Doppler qui est immergée dans l'écoulement, qui va avoir un certain angle de tir, une certaine portée, un certain angle d'émission, vous allez mesurer une vitesse dans la zone de mesure de la sonde Doppler. Ce n'est pas la vitesse moyenne de l'écoulement. C'est lié à la vitesse moyenne, mais ce n'est pas la vitesse moyenne. Et donc, dans le cas de cette station de mesure-là, il est également aussi possible de faire de la CFD, mais pas pour construire le lien entre la hauteur d'eau et le débit, mais pour construire le lien entre la vitesse mesurée par la sonde et la vitesse moyenne. Les grands principes que j'ai évoqués aujourd'hui demeurent. Mais il y a des différences qui se font sur le type de modèle à construire, et notamment sur le paramétrage du modèle. On n'utilise pas les mêmes modèles pour reproduire un champ de vitesse, une distribution de champ de vitesse, que pour obtenir une hauteur d'eau. Si je dois le dire un peu simplement, une hauteur d'eau, c'est une information assez globale, hein, alors qu'un champ de vitesse, c'est une information qui est beaucoup plus discrétisée. Et donc, on a besoin de modèles un petit peu plus évolués. Mais sur les grands principes, c'est tout pareil. Il faut faire l'analyse hydraulique au préalable. Il faut avoir une géométrie qui soit correctement mesurée. Il faut avoir des scénarios hydrauliques qui soient représentatifs de l'hydraulique du site. Il faut faire une analyse de sensibilité au maillage pour s'assurer que ce qu'on a choisi est bien est suffisant pour avoir une faible incertitude liée au maillage. Donc toutes ces choses-là demeurent. La seule petite différence, ça va être, je vais rentrer dans un tout petit peu de détails techniques, ça va être sur le modèle de turbulence à utiliser pour bien reproduire la distribution de la vitesse dans la section mouillée. Mais sinon, tout est pareil. Ok, alors, est-ce que j'ai d'autres questions? Je n'ai pas l'impression. Alors, il y a une personne qui est en train d'écrire ici. Tac, tac. Alors, j'ai une question de Khalid qui demande, il faut opter pour quel modèle de turbulence en fonction des cas? Alors, la question est très technique. Euh, Lorsqu'on cherche à reproduire... Ah, pardon, il y a un complément, j'ai l'impression, à la question. Ouais, le temps que Khalid termine d'écrire. Lorsqu'on cherche à reproduire uniquement la hauteur d'eau, on peut utiliser ce qu'on appelle des modèles. Alors, pardon, le terme est un peu barbare, mais on peut utiliser ce qu'on appelle des modèles isotropes, c'est-à-dire des modèles pour lesquels la turbulence est la même dans toutes les directions. Ce sont des modèles de turbulence qui sont simples et qui ont été mis en point au début de la CFD dans les années 60. Et ça marche très bien, encore 60 ans plus tard, pour reproduire une courbe de tarage hauteur-débit. Donc, les modèles isotropes le plus connu, c'est ce qu'on appelle le modèle K-epsilon ou le modèle K-oméga. C'est des noms un peu barbares, hein, il n'y a pas besoin de les retenir, mais c'est des modèles à 2 paramètres isotropes parfaitement adaptés pour la calibration par CFD de courbe de tarage.
Et lorsqu'on est en revanche sur des approches où on va chercher à représenter le champ de vitesse, par exemple pour calibrer une station où on mesure la vitesse de surface ou la vitesse en fond d'un écoulement, on va devoir utiliser généralement pour faire ça des modèles un petit peu plus évolués, qui sont des modèles anisotropes. La turbulence n'est pas la même dans les différentes directions. Il y a par exemple le modèle des tenseurs de Reynolds, qu'on appelle le RSM, qui est souvent utilisé pour faire ce genre de choses et qui parvient à faire ça de façon efficace. Alors même si il est un peu instable numériquement, donc il y a tout un savoir-faire pour faire converger les simulations, mais il marche bien pour faire ça. C'est par exemple un exemple de modèle qui peut être utilisé pour faire ce genre de choses. Eh bien, je ne pense pas qu'il y ait d'autres questions. Hop, je vérifie. Non, je ne vois pas d'autres questions. Bah, il me reste à vous remercier pour votre participation à ce webinaire et puis à vous souhaiter une très bonne journée. Au revoir à tout le monde.